Tout a commencé par des rires. Toujours des rires. Tu sais, je pourrais te quitter demain, pas vrai? Mabel plaisantait lors des dîners, les yeux pétillants d'une fausse affection tandis qu'elle me caressait l'épaule. Tout le monde riait. Et moi aussi. Mais au fond de moi, quelque chose s'est ratatiné, resserré comme un nœud derrière mes côtes. Les gens ne voyaient pas le poids de ces mots. Ni leur fréquence. Ni leur facilité. Ils n'ont pas remarqué que j'avais arrêté de porter ma veste préférée après son rire moqueur. Trop d'efforts. N'est-ce pas? Ils n'ont pas remarqué que j'avais commencé à vérifier son ton avant de parler en public. Priant pour que mes paroles ne se transforment pas en monologue sur mes défauts. Elle ne criait jamais, ne levait jamais la main. Mabel était plus intelligente que ça. Ces mots étaient des lames trempées dans du miel. Ne me fais pas honte devant mon patron. Tu sais que tu as de la chance que je sois encore là. Enfin, allez. Que ferais-tu d'autre sans moi? Chaque commentaire était accompagné d'un sourire, d'un petit rire, du tintement de son verre de whisky, et je lui rendais mon sourire. J'avais appris à sourire. Au début, je la défendais auprès de mes amis. Elle est juste sarcastique, avais-je dit à Logan après qu'il eut entendu une de ses remarques lors d'un barbecue. Elle m'avait regardé et avait dit, juste assez fort pour que tout le monde l'entende. Il est adorable, non? Il s'efforçait toujours de suivre les conversations des adultes. Le groupe riait. Logan, non. Il m'a pris à part près du grill, une bière à la main, les yeux plissés. Elle n'a pas besoin de le penser. Will, on dirait que tu disparais. Peut-être que je disparaissais. J'ai arrêté de poster sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à rater les réunions du club de lecture. Les appels de ma sœur restaient la plupart du temps sans réponse. Mon monde s'est rétréci, centré sur les humeurs de Mabel, ses rythmes, ses limites. Elle aimait le contrôle, un contrôle subtil. Quand ma mère venait me rendre visite, Mabel prenait soin de me rappeler à quel point j'avais quitté la table du dîner dans un désordre total. Bruyamment. Quand j'oubliais d'aller chercher le linge au pressing, elle murmurait, inutile. Juste assez fort pour que je l'entende. Juste assez bas pour que je puisse le nier. Pourtant, je me persuadais que c'était le mariage. Peut-être pas un conte de fées, mais la stabilité, la longévité. Au moins, elle ne me trompait pas. Enfin. Puis vint le gala. On avait bu 2 coupes de champagne lors d'une collecte de fonds de l'entreprise lorsqu'elle se tourna vers moi, les yeux vitreux d'alcool et de mépris. Tu es comme les autres, murmura-t-elle tandis que l'employé passait. Toujours en vouloir plus, toujours accroché, en manque. Ma bouche s'est asséchée. Mon visage s'est figé sous l'effet de la honte. Je n'ai pas demandé ce qui l'avait déclenché. Je le faisais rarement désormais. De retour à la maison, elle a claqué la porte et s'est dirigée directement vers le bar à alcool. Je l'ai suivi d'un pas mesuré, lui ai servi un autre verre et le lui ai tendu avec un sourire que j'avais pratiqué à la perfection. Tu sais, dis-je doucement, on devrait peut-être signer quelque chose au cas où. Tu plaisantes toujours sur le départ. Pourquoi ne pas officialiser ça? Elle a ri, d'un rire profond et insouciant qui dissimulait à peine le mépris qui se cachait. Tu crois vraiment que j'ai besoin d'un contrat de mariage pour protéger ma lingerie de toi? De toute façon, je ne te quitte pas. Tu es mon mari, celui qui gagne de l'argent. Je lui ai tendu un papier que j'avais préparé spécialement pour ce jour-là. Elle a griffonné son nom dessus et me l'a jeté. Tiens, va le faire authentifier si tu as si peur. Puis elle s'est évanouie sur le canapé. Elle avait oublié ce document au matin, mais pas moi. Logan il m'a aidé à le mettre en page. Il ne m'a pas posé de questions, m'a simplement regardé avec une compréhension silencieuse et m'a tendu un stylo. J'ai plié ce document et l'ai glissé dans une enveloppe ignifuge, que j'ai rangée au fond d'un classeur, sous un dossier intitulé « Reçus fiscaux 2020 ». J'ai ensuite envoyé une copie numérisée à une adresse email privée que Logan avait configurée pour moi des années auparavant, au cas où. Le lendemain matin, je me trouvais dans le bureau de Logan, la lumière fluorescente grésillant faiblement au-dessus de nous, illuminant les contours nets d'une vérité que je n'étais pas prête à exprimer à voix haute. Il fixait le document que je lui avais remis, celui que Mabel avait signé, ivre, sans le lire, sans le savoir. L'avait-elle fait de son plein gré, demanda-t-il en haussant les sourcils. J'ai hoché la tête en silence. Logan s'est adossé à son fauteuil, le cuir grinçant sous lui. Puis il a enfilé ses lunettes et a commencé à lire. Après quelques longues minutes,
il a levé les yeux, un mélange de pitié et d'admiration dansant dans ses yeux. C'est élégant, dit-il en tapotant doucement le papier. Elle. Je t'ai donné le couteau. Tu décides juste quand t'en servir. Je me suis assise en face de lui, les doigts serrés sur mes genoux. Je ne veux pas me venger, ai-je dit doucement. Je veux juste me sentir en sécurité. Tu le feras. Mais insistons là-dessus. Assurons-nous que ça tienne si elle dépose la plainte en premier. Et c'est ce que nous avons fait. Il a rédigé un addendum, ajoutant de la clarté là où il y avait du flou, garantissant que si Mabel tentait de déformer le récit, elle serait piégée par sa propre arrogance. Nous avons inclus des dispositions qu'elle n'aurait jamais pensé à contester. Protection du conjoint, partage financier, preuve de signature volontaire. Elle a écrit son propre nom, dit Logan en désignant la copie, datée elle-même. De sa propre main. Aucune coercition, aucune pression, juste un instant de suffisance devenu irréversible. Je fixai la signature, cette fioriture en boucle qu'elle utilisait toujours pour paraître élégante. Elle l'avait signée comme si c'était une blague. Un flex, mais ce n'en était plus un. Plus maintenant. Logan me tendit une clé USB. Cryptée, dit-il. Tout est là. Originaux, addenda, registre de date. Si quelque chose arrive aux copies papier, celle-ci tiendra. Il glissa ensuite une version imprimée sur le bureau. Tu devrais la ranger en lieu sûr. J'acquiesçai et la pris, la sentant plus lourdement que je ne l'aurais cru. Ce n'était pas du papier épais, mais on aurait dit une armure. Puis il me regarda. Vraiment. Un sourire se dessina au coin de ses lèvres. C'était un regard que je ne lui avais pas vu depuis notre enfance. Il complotait des bêtises derrière la bibliothèque de l'école. Sauf que cette fois, c'était. Ce n'était pas une bêtise. C'était une stratégie de guerre, et nous jouions la carte du succès. Je vais en garder un exemplaire aussi, dit-il en me levant pour partir, au cas où. Ce soir-là, nous avons dîné comme d'habitude. J'ai demandé à Mabel comment s'était passée sa journée. Ses impressions sur ses collègues m'ont fait rire. J'ai débarrassé la vaisselle et essuyé les plans de travail pendant qu'elle consultait son téléphone. Elle n'a pas remarqué la façon dont je l'avais regardée. Ni avec peur, ni avec colère, mais avec calcul. Au cours des semaines suivantes, quelque chose a changé en moi. Ni visiblement, ni de façon spectaculaire, mais j'ai commencé à tenir un journal. Pas le genre joli, avec des citations sur la couverture. Un simple carnet à spirale que j'ai glissé sous mon côté du matelas. J'y ai noté ses commentaires, ses humeurs, la date à laquelle elle est rentrée à 1h15 du matin, nauséabonde. Je n'avais encore rien prévu, pas consciemment, mais ce soir-là, à la fête de lancement de son entreprise, elle a dit à un groupe de nouvelles recrues, le passe-temps de mon mari me plaît. Je n'ai pas crié. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, j'ai regardé mon reflet et j'ai pensé, elle me trouve fragile et fragile. Elle n'avait pas tort. Je l'avais fait, mais j'apprenais. Quelques mois plus tard, en pliant du linge, j'ai trouvé un ticket de caisse dans son jean. 2 verres de vin, une chambre d'hôtel de luxe et des fraises du room service. Daté de la Saint-Valentin. On se le raconterait. Elle avait prétendu être en déplacement professionnel. Je ne l'ai pas confrontée. Je l'ai scanné, conservé, enregistré. C'est devenu une habitude silencieuse, un rituel intime. Des preuves, pas des émotions. Un soir, au dîner, elle m'a dit, si jamais on se sépare, tu reviendras en rampant. Tu m'aimes comme un chiot. Tu ne peux pas vivre sans moi. J'ai hoché la tête, lui ai servi un autre verre de vin et j'ai dit, c'est vrai. Quelqu'un va ramper à genoux. À partir de ce moment-là, j'ai décidé que si elle voulait se pendre, je lui donnerais la corde. Je serais son mari fidèle et confiant. Elle deviendrait négligente et commettrait toutes ses erreurs, et je serais là pour les documenter. Le lendemain, je suis rentré chez moi auprès de Mabel, qui regardait Desperate Housewives. Son regard s'est posé sur moi, puis est revenu à l'écran. Le dîner est prêt, ai-je dit. Elle a grogné en guise d'acquiescement. Elle n'a même pas levé les yeux. C'était le début de ma performance. Et j'ai joué le rôle du mari loyal et obéissant mieux que je ne l'aurais jamais cru. Je suis devenu l'homme dont elle se vantait. Poli, agréable, posé. Quand elle faisait des remarques sarcastiques sur mes habitudes devant des amis, je riais avec elle.
Quand elle s'est vantée de sa promotion à la fête annuelle de son entreprise, je l'ai embrassée sur la joue, j'ai levé mon verre et j'ai trinqué avec un sourire éclatant. Même si je savais qu'elle avait obtenu le poste parce que son supérieur voulait qu'elle parte. Dans son service, je ne me disputais plus lorsqu'elle était cruelle. Je complimentais son goût pour le vin, ses choix de restaurant, et même son nouveau déodorant, même s'il ne sentait rien de celui qu'elle portait lors de notre première rencontre. Elle pensait que je m'adoucissais. Ce qu'elle ne voyait pas, c'est que je m'aiguisais. Mabel commença à se détendre, croyant que ma flamme s'était éteinte. Son comportement devint plus insouciant, plus prétentieux. Elle commença à rentrer tard sans excuse. Elle laissa son téléphone posé sur le comptoir, des messages défilant brièvement sur l'écran, provenant de numéros enregistrés sans nom. J'en vis un de moi. Il était écrit, ce soir, même hôtel. Elle partit pour la salle de sport 10 minutes plus tard. J'ouvris notre ordinateur portable partagé, synchronisai les données de son téléphone avec mon dossier cloud, transférai les captures d'écran à l'adresse email privée que Logan m'avait configurée. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas bronché. Au lieu de cela, je suis allé à la cuisine et j'ai préparé des lasagnes, ses préférées. Elle rentra chez elle pour un repas chaud et un sourire plus chaleureux. Elle dit que c'était le meilleur qu'elle ait mangé de la semaine. À quelques semaines plus tard, lors d'un barbecue, sa meilleure amie Cathy m'a coincé près du grill. La bière coulait dans son verre tandis qu'il faisait des gestes animés. Elle va s'effondrer si tu la quittes. Mince, dit-elle avec un sourire en coin. Elle est trop dépendante. Tu l'as, mon pote. Je me tenais à quelques mètres de là, en train de disposer un plateau de fruits. Je n'ai pas bronché non plus. Au lieu de cela, j'ai disposé les fraises en une spirale parfaite, une tranche rouge à la fois. Mabel m'a rejoint quelques instants plus tard, a passé son bras autour de ma taille et m'a embrassé sur la joue comme si elle n'avait pas disparu la veille sans explication. Tu es magnifique aujourd'hui, a-t-elle dit. J'ai souri. Merci, mon cœur. Le lendemain du barbecue, j'ai commencé à enregistrer les appels téléphoniques, seulement ceux qui comptaient. Les conversations à voix basse où elle faisait une gaffe, en disait trop, riait trop fort de choses dont aucune épouse aimante ne devrait rire. J'ai étiqueté chaque fichier par date, chaque extrait audio, capture d'écran, relevé bancaire, et je les ai rangés méticuleusement comme du verre fragile. J'avais l'impression d'être un espion chez moi. Si quelqu'un dit que je ne cherchais pas à me venger, il avait tort. J'aurais pu divorcer à tout moment, mais il fallait que je lui rende au centuple toute la douleur et l'humiliation. J'ai même acheté un agenda, un simple agenda relié en cuir. À n'importe qui. Sinon, ça ressemblait à des listes de courses et des menus. Mais pour moi, c'était une carte. Je marquais chaque jour de petits symboles, un X pour ses déclarations tardives, une étoile pour les frais suspects, un point pour les mensonges que je pouvais prouver. Finalement, j'ai complètement arrêté de réagir. Je suis devenu un miroir. Elle ne voyait en moi que ce qu'elle voulait voir. Un homme qui avait cessé de résister, qui s'était rétréci pour se glisser parfaitement dans l'espace étroit qu'elle lui avait aménagé. Alors, elle a osé, a commencé à laisser de l'argent liquide à la vue de tous. Des retraits importants sans explication. Elle est partie en voyage d'affaires avec des bagages remplis d'eau de Cologne, de bikinis et de lingerie sexy. Je sais que ce n'était pas pour des réunions de bureau. La confirmation finale est arrivée 2 semaines avant Noël. Mabel a bu quelques verres ce soir-là et s'est évanouie sur le canapé. Son téléphone s'est déverrouillé dans sa main. J'ai baissé les yeux lorsqu'une conversation s'est animée. Il ne se doute de rien. Je déposerai ma déclaration à Noël. Vous voulez des places au premier rang? Je parie que oui. Il va pleurer. Il y avait un émoji rieur et un GIF de un homme debout, seul, sur une route. Mes doigts ne tremblaient pas. Mon estomac ne se retournait pas. J'ai lu le message 2 fois. J'en ai fait une capture d'écran, je me l'ai envoyé par email. Puis j'ai supprimé l'email envoyé. Ce soir-là, je me suis allongé à côté d'elle, écoutant sa respiration s'accélérer, les yeux fixés au plafond, pensant aux bougies, aux canneberges, à la dinde découpée, à Noël. Elle préparait ma chute comme un tour de passe-passe. Enfin, elle n'était pas la seule à avoir préparé une performance parce qu'elle avait oublié quelque chose d'important. Quand on tend un couteau à quelqu'un, on n'a pas le droit de paraître surpris lorsqu'il apprend à le manier. La table de Noël brillait comme dans un magazine. Un scintillement faussement chaleureux, parfaitement organisé.
des guirlandes encadraient les fenêtres. Les bougies scintillaient dans des porte-verres, et la dinde rôtie brillait sous Mabel. Le couteau à découper scintillait sous le lustre, tandis qu'elle souriait comme un fier patriarche. Ma sœur Bette se déplaçait entre les chaises, remplissant des chopes de son célèbre vin épicé, les joues rouges de la chaleur du four et peut-être d'un verre. Trop. Les parents de Mabel étaient plongés dans une conversation sur le déménagement, les maisons de plage et les clubs de bridge. Leurs yeux étaient doux de nostalgie, leur bouche légèrement arrondie et satisfaite. Ils avaient tous l'air si heureux, si inconscients. Je me déplaçais parmi eux comme un fantôme au visage d'hôte, souriant, hochant la tête. Ma voix était juste, remplissant les verres, passant les assiettes sous mon pantalon repassé. Mes jambes tremblaient, non pas de peur, mais d'impatience et d'excitation. Mon cœur battait la chamade dans le silence, malgré le bruit. Ce soir-là, Mabel a croisé mon regard de l'autre côté de la table, juste au moment où elle passait le couteau à découper dans la poitrine de dinde rôtie. Elle arborait le même clin d'œil, prétentieuse, satisfaite. Le même air qu'elle avait juste avant la conclusion de ses ventes, avant que certains jeunes associés ne signent leur dignité, croyant obtenir une promotion. Mon sourire était identique à celui d'un fantôme. Chaleureux, indéchiffrable. Quelle croix qu'elle avait gagnée. La meilleure volaille jusqu'à présent, a dit son père, la bouche pleine, en piquant un morceau de farce avec sa fourchette. Wills a perfectionné la recette, répondit Mabel en posant le plateau comme un trophée sur un podium. Il a beaucoup pratiqué. Qu'est-ce que c'est? Notre 7e Noël ensemble. Le 8e, corrigeai-je doucement en posant ma serviette sur mes genoux et en m'asseyant. Elle leva son verre, sa voix s'élevant avec le tintement du cristal. Eh bien, à 8 autres, ou autant qu'il nous en reste. L'humour cruel, assez doux pour passer, assez piquant pour blesser. Les rires fusèrent autour de la table comme du champagne. Je ris aussi, essuyant une miette inexistante de ma serviette. Les assiettes se vidèrent. Le vin se retira. Le silence s'abattit sur la pièce que seule une bonne cuisine et juste assez d'alcool pouvaient procurer. C'est alors que je vis Cathy. Elle se pencha vers Mabel, les lèvres effleurant le creux de son oreille. Quoi qu'elle dise, c'était à voix basse, mais le sourire narquois qui illumina le visage de Mabel était sonore. Cathy se renversa en arrière, le regard vitreux, souriant comme si elle connaissait déjà la chute. Mabel se leva et tapota son verre du dos de son couteau à beurre. D'accord, dit-elle d'une voix aiguë. Faux sincère. Avant le dessert, j'ai un petit quelque chose pour mon cher mari. J'ai senti le regard de Bette posé sur moi. Elle sourit sincèrement, s'attendant à quelque chose de sucré, quelque chose comme la photo encadrée de nous au Grand Canyon de l'année dernière. Mais Mabel fouilla dans son blazer et en sortit une enveloppe blanche toute simple, sans ruban ni nœud. Elle s'approcha telle une reine de concours de beauté traversant la scène pour accepter une couronne. Joyeux Noël, ma puce. Elle la déposa devant moi. Cathy rit. Trop fort, trop tôt. Personne d'autre ne rit. Je l'ouvris d'une main calme. Le silence se fit à la table. Même le vin sembla s'immobiliser dans les verres. Mon regard se porta sur la ligne du haut. Demande de dissolution du mariage. Déjà signé, déjà classé, surligné aussi. Mabel sourit comme une écolière fière de ses devoirs. Je levai les yeux. Son sourire s'élargit, attendant l'effondrement. Le halètement, la supplication blessée. Alors je lui souris en retour. Merci, ma puce. C'est exactement ce dont j'avais besoin, dis-je doucement, presque gentiment. Un silence. C'est là que ça se produisit. Un éclair. Juste un éclair. La confusion se lisait sur son front. Cathy s'agita, mal à l'aise, à côté d'elle. Je me levai lentement, calmement, et me dirigeai vers le placard. Le même où nous gardions bougies et vieilles lettres d'amour. Maintenant, il contenait quelque chose de plus propre, de plus pointu. J'en sortis le stylo argenté et élégant que Logan m'avait offert pour la journée, avait-il dit. J'ai cliqué une fois. J'ai signé les papiers du divorce d'un trait élégant et délibéré. J'ai daté. J'ai fermé le stylo. Je les ai rendus de l'autre côté de la table sans un mot. Terminé. Je n'ai pas regardé Mabel tout de suite. Je sentais Bette écarquiller les yeux. Son souffle se bloqua quelque part entre sa gorge et sa poitrine. Mabel cligna des yeux. Prise au dépourvu. C'est ça.
demanda-t-elle, s'efforçant trop fort de paraître désinvolte. C'est ça. Je répétai, ma voix de marbre. Puis je souris. Pas avec chaleur, mais avec précision. Je passai la main sous la table, effleurant du doigt le nœud en velours d'une boîte que j'avais posée là quelques heures plus tôt. Je la soulevai. Un ruban de satin doré. Je la plaçai entre son assiette et son égo. Elle le fixa, perplexe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle plus lentement. « Ton vrai cadeau ?» Ses yeux se plissèrent légèrement avant de déchirer l'emballage. Elle le décolla et révéla une chemise en cuir. Noire, propre, sans fioritures. Elle l'ouvrit, lut la première ligne, et la couleur disparut de son visage comme du vin renversé sur du linge. Ses lèvres remuèrent silencieusement, luttant pour lire, puis relire. Daté, notarié, dévêtu. Le contrat de mariage, celui qu'elle avait signé dans un brouillard d'arrogance près d'un an plus tôt. Celui qu'elle avait lu avec rire, ivre de vin et d'égo, signé de la même main, maintenant les jointures blanches, sur le bord de la table. Qu'est-ce que c'est ? Cathy se pencha, fronçant les sourcils. Ma belle ne répondit pas. Alors je répondis. C'est l'accord que ma belle a signé il y a presque un an. J'ai dit, la voix mesurée, calme. Il a été mis à jour, renforcé. Classé. Ses yeux se sont levés brusquement. Mais j'ai classé le contrat en premier, a-t-elle dit, comme si ça changeait quelque chose. Comme si c'était un piège que je n'avais pas vu venir. Et ça, ai-je dit en inclinant la tête, le rend juridiquement contraignant. Selon vos conditions. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste souri. Calme, précis. Chaque actif, chaque clause, vous me l'avez donné. Cathy est restée bouche bée. Bon sang, que vient-il de se passer ? A demandé le mari de Bette de l'autre côté de la table. Ma belle n'avait toujours pas levé les yeux. Ses yeux étaient rivés sur le document. Ces mêmes yeux qui décortiquaient contrats et feuilles de calcul à la recherche de défauts et de petits caractères. Maintenant, il passait à côté de la clause qui comptait le plus dans sa vie. Et puis tu as parié de l'argent sur « je vais pleurer ». C'est ce que tu as dit il y a des mois. Tu pleuras. Tu supplieras. Tu reviendras en rampant. J'ai pris une gorgée de mon vin. La cannelle collait à mes lèvres comme un souvenir. La mère de ma belle repoussa lentement sa chaise, le visage blême. Cathy essaya de dire quelque chose. Ses lèvres remuèrent, mais aucun mot ne sortit. Elle secoua la tête et détourna le regard. Ma belle. Elle fixait le contrat de mariage comme si elle pouvait le réécrire avec une seule volonté, mais elle n'y parvenait pas. Je me levai et commençai à débarrasser les assiettes à dessert intactes. Tarte aux pommes ou noix de pécan. J'interrogeai la table. Personne ne répondit. Ma belle resta figée, les épaules raides, la bouche entr'ouverte, comme si le mot qu'elle venait de prononcer l'avait étranglée au milieu de ses pensées. Tu préparais ça ? Sa voix était faible, cassante, mais je l'entendais à peine. Elle fixait le contrat de mariage devant elle comme une ancienne malédiction gravée sur du parchemin, sauf qu'elle en avait écrit chaque ligne elle-même. La cheminée crépitait doucement derrière elle. Une cuillère tinta dans la cuisine, lentement et sans rythme. Même les décorations du sapin semblaient immobiles, comme si elles attendaient la suite. Elle cligna des yeux. Un léger tressaillement parcourut sa mâchoire. Will, commença-t-elle, mais je me redressai. Non. Ne dis rien maintenant. C'est fait. C'est terminé. Juste un mot. Calme. Ferme. Elle cligna de nouveau des yeux, plus lentement cette fois, comme si elle cherchait à recalibrer la version de moi à laquelle elle s'adressait. Sa voix se brisa légèrement. Tu n'es pas obligé de faire ça. Oh, mais je ne fais rien, répondis-je en levant mon verre de vin sans même la regarder. Tu l'as fait ? Tu as demandé le divorce. Je viens de signer. À ma droite, sa mère était assise, voûtée, les lèvres pincées, les perles autour de son cou tremblant légèrement à chaque respiration superficielle. Son père avait retiré ses lunettes et les essuyait avec sa serviette, même si elles n'étaient pas tachées. Le mari de Bette se resservit du vin, puis se ravisa. Cathy, assise raide au bout de la table, se gratta la nuque, le poids de sa propre suffisance s'effondrant sur elle comme un toit trop longtemps négligé. En face de moi, ma cousine Rachel. Elle fixait, la cuillère gelée à mi-chemin de sa bouche,
planant au-dessus de patates douces intactes. Je laissais mon regard dériver sur elles lentement, délibérément. Chaque expression, l'incrédulité, la honte, la confusion, tout. C'était mieux que n'importe quel monologue que j'aurais pu écrire. Leur silence, c'était l'ovation debout que je n'avais jamais eu à demander. Mabel se renversa dans son fauteuil. Elle regarda autour d'elle, scrutant la pièce comme si quelqu'un allait bondir pour la défendre. La sauver. La valider. J'ai cru qu'elle avait recommencé à parler. Tu pensais que j'allais supplier, pleurer, peut-être? Dis-je doucement. Tu pensais que j'allais m'effondrer. Je me penchai en avant, toujours calme. Tu avais tort. Elle leva les yeux, les plissa. Je l'étais jusqu'à aujourd'hui, dis-je en soutenant son regard. Elle déglutit difficilement, assez fort pour briser le silence. Et à cet instant, je l'ai vue. De la peur, pas du genre performatif. Pas de cris, pas de porte claquée, juste une lueur, un éclat de réalité chez une femme qui avait toujours cru que les conséquences étaient facultatives. Elle ouvrit la bouche. Encore un bourdonnement. Son téléphone vibra contre le bois poli de la table. Elle y jeta un coup d'œil. Un autre bourdonnement, puis un troisième. Sa main bougea lentement, presque à contre-cœur, tandis qu'elle décrochait le téléphone. Son pouce tremblant appuya sur l'écran, le déverrouilla et le voilà, de Logan Winters. Objet, confirmation prénuptiale juridiquement contraignante. Elle ouvrit le courriel. J'observai son visage, le vis changer. D'abord la confusion, puis l'incrédulité, puis cette lente et silencieuse horreur qui s'insinue quand on réalise que le sol sous nos pieds s'est déjà effondré. Ses yeux allaient et venaient pendant sa lecture. Chaque phrase ennoblissait sa bravade. Elle fit défiler le message rapidement, les lèvres entr'ouvertes, la peau soudainement pâle. Puis elle atteignit le bas. Le voilà. La signature de Logan à l'encre numérique propre. Le logo de son entreprise gravé comme un sceau de finalité. Il avait même joint des copies de sauvegarde, des horodatage, des métadonnées, tout. Inébranlable. Dis-moi, mon pote, que ça ne compte pas. Je peux contester ça au tribunal. Mabel marmonna à qui que ce soit, serrant le téléphone comme une araignée. Ça pourrait changer si elle le tenait assez fort. Bonne chance, répondis-je. Puis un autre appel. Un autre mail. Objet. Les notes de frais. Les voilà. Les factures d'hôtel. Les reçus du dîner. Date et heure. Les factures du service en chambre. Les noms signés sur la caisse. Une traînée de trahison payée en entier. La dernière ligne. Espérons que nous pourrons changer le motif du divorce en adultère. J'ai regardé Mabel et elle était maintenant blanche de peur. Je suppose que l'arrogance venait de la quitter. Je me suis tourné vers Beth, qui avait tout absorbé en silence de son regard fixe. Je pourrais aller prendre quelque chose de sucré, maintenant, ai-je dit d'une voix légère, presque joyeuse. Tu peux me passer la tarte? Beth cligna des yeux une fois, se reprit rapidement. Laquelle? Pomme et chantilly, s'il te plaît. Alors qu'elle commençait à couper, je me suis levé, me suis dirigé vers le buffet et j'ai pris une assiette blanche propre. Derrière moi, je sentais le regard de Mabel suivre chacun de mes pas, écarquillé, sensillé, essayant toujours de me rattraper. Je suis retourné à la table, me suis assis à côté de ma sœur et ai posé la tarte doucement devant moi. Je ne me suis pas précipité, je n'ai pas jubilé. De mon siège, je me suis tourné vers Mabel une dernière fois ce soir-là. Je ferai changer les serrures demain, ai-je dit simplement. Elle avait l'air d'avoir été frappée, comme si ces mots lui avaient coupé le souffle. J'ai pris ma fourchette, pris une bouchée de tarte et souris, non pas pour la provoquer, ni pour faire semblant, mais parce que la cannelle était chaude, la croûte beurrée, et que le goût me rappelait quelque chose. Que j'avais oublié depuis longtemps. La paix. Mabel a brusquement repoussé sa chaise. Les pieds en bois ont gratté le sol. Tu crois avoir gagné, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Elle ne méritait pas de réponse. Elle est sortie en trompe de la pièce, laissant derrière elle le contrat de mariage et les vestiges de sa fierté sur la table à manger. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. Au matin, Mabel avait disparu. Pas de mots, pas d'appel, juste le silence. Je suis descendu et j'ai trouvé la cafetière froide. La porte d'entrée était verrouillée de l'intérieur.
Ces clés. J'ai raté mon coup. Je me suis préparé mon petit déjeuner pour la première fois depuis des semaines sans avoir à deviner le cliquetis de ma fourchette ou le bruit du grille-pain qui crépite. Pas de regard en coin. Pas de soupir exaspéré à travers la cuisine. À 9 heures, j'avais le serrurier au téléphone. Urgence ou changement standard? Il a demandé. Standard? Ai-je demandé, puis j'ai marqué une pause. Mais faites vite. Il est venu cet après-midi-là, un homme calme au regard bienveillant qui n'a pas posé de questions lorsque je lui ai tendu les vieilles clés de ma belle en lui disant de s'assurer qu'elles ne fonctionnent plus. Lorsqu'il est parti, je me suis retrouvé dans l'entrée avec une nouvelle clé à la main et j'ai réalisé quelque chose de surprenant. C'était la première chose que je possédais seul depuis des années. Pas la maison elle-même, pas encore. Mais le sentiment, la certitude. Ce soir-là, j'ai emménagé dans la chambre principale. Le lendemain, son courrier a commencé à arriver. Timbre rouge sur les enveloppes. Dernier avis. Passeport dû. Intervention immédiate requise. Je les ai empilés soigneusement sur une table d'appoint près de la porte. Je n'ai pas fait suivre. Célibataire. Ce soir-là, Logan a appelé, la voix presque enrouée. Tu ne vas pas le croire, a-t-il dit, avant de rire. En fait, si. Je me suis adossé au canapé, me blottissant dans la chaleur de ma couverture. Dis-moi, l'avocate de ma belle a appelé ce matin. Son visage a dû être incroyable quand elle a réalisé sur quoi tu t'étais assise. J'ai souri au téléphone. C'est officiel? Elle a perdu 80% du jour au lendemain, a-t-il répondu. Mon sourire s'est élargi. Pas pour l'argent, loin de là. Mais parce que je pouvais enfin m'installer dans mon salon sans me préparer à la guerre. Je suis fier de toi, a ajouté Logan, la voix s'adoucissant. Ça m'a presque brisé. Merci, ai-je murmuré. D'être resté alors que je ne savais même pas que j'avais besoin de quelqu'un. Tu as toujours été fort, William. Tu t'es enfin laissé croire. Les conséquences ont été discrètes au début, comme la neige qui fond au lieu de tomber en avalanche. Certains amis m'ont désabonné. Certains ont choisi leur camp. Quelques-uns m'ont envoyé des SMS prudents remplis de démentis. Je ne prends pas parti, mais d'autres étaient plus audacieux. Un message d'une femme à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans disait simplement « J'aimerais avoir ta force ». Un bouquet de fleurs est arrivé à ma porte quelques jours plus tard. Pas de nom, juste une carte qui parlait du temps. Claire, l'assistante de ma belle. Bien sûr, elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que la nouvelle ne se répande au bureau de ma belle. La femme qui plaisantait autrefois sur la formation des maris comme des stagiaires a soudainement perdu son public. Sa meilleure amie, Cathy, a arrêté de rire en réunion. Le commentaire a cessé. L'arrogance aussi. Apparemment, son équipe l'avait remarqué. Elle partait tôt, marmonnant dans sa barbe, ignorant les délais. Plus tard dans la semaine, j'ai entendu le mari de Beth au téléphone avec quelqu'un. Non, mec. Il est parti commenter. Bien hanté. La femme qui avait dit un jour que je ne serais rien sans elle marchait maintenant seule à l'heure du déjeuner. Oubliée dans un monde qui autrefois applaudissait sa cruauté. Plus tard, Logan m'a envoyé une capture d'écran. Le cabinet de ma belle avait retiré son nom de la newsletter trimestrielle. J'ai répondu avec un simple emoji pouce levé. Ce n'était plus une question de vengeance. Celui qui a dit ça est un idiot, et il n'a aucune idée du bien-être que procure la vengeance. Du bien-être que procure le fait d'humilier ceux qui vous ont fait du mal. Le divorce a été prononcé au bout de 90 jours. Quant au travail de ma belle, c'était peu de temps après que ces réunions ont été révélées. Tout ça grâce au courrier que j'ai transmis à son équipe RH. Elle a été licenciée. Elle est maintenant retournée vivre chez ses parents. Quant à ses amants, ils ont bien perdu leur emploi, mais je n'ai rien contre eux. Ils ne m'ont jamais promis fidélité ni amour. Ma belle, oui. Maintenant, enfin, j'ai 2 chiens, Luna et Max. Oh, ai-je oublié que je sors avec Kelly? C'est une vraie brune.